Rana Lebedeva. Je suis ravie de vous recevoir sur Tribune Libre. Vous êtes une journaliste qui travaille pour une agence russe indépendante qui s'appelle Disclosed Live. J'avais envie d'en savoir plus sur vous. Je ne vous connais pas bien, mais je suis très très curieuse d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours depuis la Russie, votre Russie natale? Mhm. Bonjour Stéphanie, merci pour votre invitation à cette interview et pour la possibilité de partager mon expérience avec vos abonnés. Oui, donc je suis née en Russie, dans la ville qui s'appelle Kostroma, qui est pas loin de Moscou, à 300 km de Moscou, donc c'est la partie centrale. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis à Paris. Euh, je vais peut-être parler brièvement de mes études. J'ai fait les études de français à la faculté des langues étrangères dans ma ville, en Russie. Et ensuite, j'ai fait les études en France de russe, français, italien dans le domaine de commerce et droit, donc les langues étrangères appliquées. Voilà, et aujourd'hui, je suis aussi professeure et traductrice de ces langues et également journaliste de notre agence indépendante en Russie qui s'appelle en russe Razоблачено et si on traduit Disclosed Life, comme vous avez dit. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir, en fait, votre vie en Russie, quel a été votre rapport avec ce pays natal, le rapport avec cette société, cette culture, et puis aussi le rapport avec le pouvoir là-bas? Mhm. Euh, oui, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'actif au niveau de, on va dire, de tout ce qui se passe et dans la lutte de notre futur, on va dire. Voilà. En Russie, bah, oui, c'est mon pays natal. Je vais peut-être parler pourquoi aujourd'hui je suis journaliste, pourquoi je suis activiste. Euh, il y a à peu près 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, à tout ce qui se passe dans le monde. Je voyais que les choses sont pas trop claires, où on va, etc. Donc, et là, j'ai commencé à rencontrer des gens très intéressants. Et donc, à cette époque, j'ai rencontré une femme géniale qui vient de la Russie, de la ville de Samara. Et je vais beaucoup parler d'elle et de son organisation aujourd'hui parce que mon activité est surtout liée à cette organisation. Euh, donc à l'époque, elle avait un parti populaire, je pense, parti politique, qui était, je pense, le seul parti populaire qui était pas pro-Kremlin, voilà, et qui devenait très populaire à l'époque. Euh, donc aujourd'hui, il n'existe plus parce que en 2016, il a été liquidé, soi-disant pour l'extrémisme, voilà, euh, qui n'a toujours pas été prouvé. Et donc, par quoi commencer? Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, voilà, quand j'ai fait connaissance avec cette organisation, donc j'ai lu les livres de cette femme qui était leader de parti. J'ai lu des livres sur la politique, sur la psychologie, ces films qui ouvraient les yeux à la population sur les processus qui se passent dans le pays. Et j'étais choquée en même temps. Voilà. Et en fait, c'était les films sur les attentats en Russie, sur Poutine, sur tout ce qui se cache derrière, sur l'Église, aussi ce qu'elle cache, etc. Les fausses élections, je pense que c'est présent aussi dans tous les pays un peu aujourd'hui, en France aussi.
Voilà. Et euh, donc, j'ai commencé à participer aussi dans les actions. Donc, je fais partie aujourd'hui de l'organisation que aujourd'hui n'est pas le parti, mais aujourd'hui, ces gens continuent à quand même dire la vérité euh, parce que je pense qu'on est dans une situation un peu compliquée aujourd'hui et on voit que le monde est dirigé par une certaine élite qui nous mène vers un monde numérique et vers le contrôle total. Voilà, c'est la même histoire en Russie. Je sais que dans la résistance française, beaucoup de gens pensent que Poutine est contre les globalistes. Je sais qu'il y a une telle propagande en France. Vous ne le Mais pensez pas? Vous avez des preuves ou des arguments assez solides pour dire que euh, il y a le même projet en Russie de digitalisation de nos vies, en fait, complète, voire d'emprisonnement ou d'ultra-contrôle. mhm. Oui, bien sûr, c'est déjà de un, il y avait même avant le Covid, il y avait beaucoup de preuves de ce qu'ils disent et ce qu'ils font n'est pas la même chose. Et voilà, à l'époque, cette femme, que d'ailleurs, j'ai pas dit son nom, c'est Svetlana Ladarus, leader du parti qui s'appelait Vola, euh, ce qui veut dire volonté. Donc, euh, elle a fait beaucoup de films sur Poutine, sur le pouvoir, etc. Elle a même porté plainte contre Medvedev et Poutine pour la diversion à l'époque, ce qui était très courageux parce que c'était quand même assez risqué. Euh, donc, par exemple, déjà à l'époque, Poutine signait plusieurs lois, comme il y avait une loi en 2004, hum, un accord avec l'OTAN, donc notre ennemi stratégique, euh, qui s'appelait la collaboration pour la paix et qui prévoyait que l'OTAN aurait une base dans la ville d'Ulyanovsk, en Russie, pour pouvoir transporter les armes en Afghanistan, etc. Les gens se sont révoltés, surtout ce parti-là de Svetlana Ladarus. Les gens se sont révoltés, ont fait beaucoup de manifestations, etc. Donc, c'était un peu stoppé. Donc, on a réussi à stopper ça. Après, il y a des lois comme la loi elle s'appelle en russe Tor, ce qui veut dire les territoires de développement progressif, on peut traduire comme ça, qui prévoit aussi l'allocation de nos territoires, des régions entières, à des étrangers pour 49 ans, avec la possibilité de prolonger. Donc, ça veut dire, c'est, pour expliquer, c'est long peut-être, mais juste en deux mots, en fait, les étrangers ont le droit d'acheter les entreprises, les terres, être élus dans ces territoires comme le pouvoir. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois, dans les régions de Sibérie, ont plusieurs terres que, bien sûr, ils vont jamais les libérer. Pour eux, c'est leur territoire aujourd'hui. Donc, en fait, avec cette loi, ils donnent les territoires aux étrangers. Surtout que les Chinois, ils croient, et c'est aussi dans leur éducation à l'école, ils croient que c'est leur territoire historique, les régions de Sibérie, certaines régions de Sibérie. Et Voilà, l'histoire est enseignée de manière erronée. voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est des petites choses. Bon, après, avec le Covid, avec la gestion de Covid, c'était surtout très, très clair la politique de Poutine parce que c'était exactement
gestion qu'en France et partout dans le monde. Les passes sanitaires, la vaccination, les masques, etc. Est-ce que Donc, le vaccin a eu autant on va dire, d'effets secondaires graves ou très graves qu'ici en Occident, selon vos oui. retours? Oui, il y a eu des morts subites, il y a eu des conséquences, il y a eu des effets secondaires, bien sûr. Et J- si aujourd'hui, Oui, on est seulement à 35% de vaccinés en Russie, et encore, je pense que, il y en a beaucoup moins parce que il y a des faux. connaissant, ouais, connaissant notre peuple, ils cherchent toujours des moyens pour éviter, pour acheter les certificats, etc. Euh, Pourquoi aujourd'hui les gens ont réussi à combattre ça, on va dire, parce que ce sont les gens qui se sont révoltés. Euh, Déjà, il y a une différence un peu dans la psychologie par exemple, du peuple français, de peuple russe. On, on est quelqu'un qui sait que le pouvoir nous ment tout le temps, nous prive toujours de quelque chose. On a une vie assez dure en Russie déjà avec les salaires très bas, les retraites très basses, etc. C'est plus bas qu'ici, vous confirmez? En vrai, Comment? c'est plus bas qu'ici, vous confirmez les Bien salaires? sûr, D'accord. bien sûr. On va dire les salaires en Russie aujourd'hui, c'est en moyenne 200-300 euros. Voilà. Mais Avec pour les mêmes coût de tarifs la de vie? vie, Ah oui, plus ou moins. d'accord. Ah oui, d'accord. Le Ouais. même coût de la vie. D'accord. Je Oui. voulais juste revenir sur la question des territoires. Pourquoi avoir cédé comme ça certains territoires à des étrangers? Vous pensez qu'il y a quelque chose, il y a une entente, c'est stratégique? Oui, c'est en fait comme on découvert aujourd'hui dans les projets de globalistes, c'est de diviser la Russie au maximum en petites parties, parce que comme on s'est divisé pour régner, Oui. voilà, c'est plus facile d'envahir les territoires, les peuples, etc., et de les asservir, on va dire. Donc voilà, dans leur projet, par exemple, on a vu le projet de CIA. Déjà, leur premier projet, c'était de liquider l'Union soviétique, ce qu'ils ont réussi. Et leur deuxième projet, c'est de diviser la Russie en parties. Par exemple, la partie de la Sibérie vers la frontière chinoise doit, dans le futur, appartenir à la Chine. Ce qu'on voit avec cette loi, par exemple. Et, Et Poutine, il semble dire aujourd'hui non à ça. Est-ce que, selon vous, c'est un faux non? Enfin, il semble pas d'accord pour laisser démanteler la Russie comme le souhaiterait l'OTAN. euh, ils disent beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas croire à ce qu'ils disent, il faut voir ce qu'ils font. Donc, moi, je crois en aucun mot et on a prouvé ça aussi avec les années. Quand on dit aujourd'hui oui, juste Poutine, il y a beaucoup de traîtres autour de lui, mais il est au pouvoir 23 ans, 24 même. Ça fait 24 ans. Staline, en 10 ans, il a reconstruit le pays totalement après la guerre. Euh, donc, pour dire qu'il n'a pas eu le temps en 24 ans de reconstruire le pays, c'est faux. C'est on voit qu'avec les années, on a plus de grandes entreprises, des usines, ceux qui produisent l'agriculture. L'agriculture est détruite. Beaucoup d'usines sont détruites avec le pouvoir de Poutine. Et pourtant, Donc, il semblerait que les chiffres de l'économie soient plutôt favorables dernièrement, ou alors est-ce que ce sont des chiffres bidonnés selon vous, comme d'autres peuvent arriver à signaler? je ne sais pas quel chiffre exactement, mais ce qu'on sait, qu'on produit presque rien. Aujourd'hui, on produit pas de machines, on ne produit pas, même l'agriculture, un pays qui produisait toujours, je ne sais pas, les pommes de terre, c'est ce qu'on a le plus.
Même les pommes, aujourd'hui, ils viennent de la Serbie, de la Pologne, de tout ce que... Voilà. Ce qui est Euh, surprenant, parce que vous êtes vous avez le plus grand territoire au monde avec des ressources naturelles, vous pouvez être totalement autonome. oui, bien sûr. Et quand je dis qu'il ne faut pas croire à ce qu'ils disent, par exemple, Poutine, il a dit, quand on lit ses promesses, par exemple, en 2005, euh, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Par Même, exemple, par exemple, par pour exemple. les retraites, Mhm, il a promis, il y a eu un discours, on peut voir il y a quelques années, tant que je suis au pouvoir, je ne vais jamais monter l'âge des retraités. mhm. Et il y a quelques années, ils ont monté l'âge de retraité. C'est à Donc, combien aujourd'hui en Russie? aujourd'hui, et, euh, on a les âges différents pour les femmes et les hommes. Avant, c'était 55 ans pour les femmes et 60 pour les hommes. Aujourd'hui, c'est 65. Ils arrivent vers l'âge de 65 pour les hommes et 60 pour les femmes. Donc voilà. Ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de choses voilà, qui ne correspondent pas du tout aux promesses qu'il a faites. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, j'ai commencé avec le Covid. Voilà, euh, si, hum, j'ai vu ça de l'intérieur parce que j'étais coordinateur dans notre organisation de ma région pour aujourd'hui, en fait, on est en train de construire les soviets. Qu'est-ce que c'est les soviets? L'Union soviétique, c'est un conseil local. En fait, avec l'expérience qu'on a eue, on a prouvé qu'avec les élections, il est impossible d'arriver au pouvoir aujourd'hui. Il est impossible de changer les choses parce que ce sont les barricades, c'est impossible, voilà. Il crée toutes les, comment dire, Conditions? oui, les obstacles, les conditions impossibles pour y arriver, voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, que aujourd'hui les gens doivent s'unir d'en bas pour pouvoir empêcher, voilà, ce qui a empêché leur projet, on va dire. Le Et, rouble, tout à fait. Le rouble numérique, il est en place déjà ou il est alors là, à partir du 1er avril, ils voulaient introduire le rouble numérique en essai. Et aujourd'hui, c'est repoussé parce que les gens se sont révoltés. Ils ont créé de sites les pétitions, etc., etc. Donc, ils ont repoussé un peu pour le moment. Mais on voit que c'est la même politique que partout, l'argent numérique, digitalisation, l'éducation numérique, etc. Et oui, comme je disais, aujourd'hui, on a prouvé qu'il faut s'unir d'en bas, ce qui marche très bien en fait en Russie, parce que aujourd'hui, on a les conseils dans chaque région de la Russie. La Russie a 85 régions et dans chaque région, aujourd'hui, on a des conseils. Qu'est-ce que c'est un conseil? Ça veut dire que les gens actifs s'unissent pour régler les problèmes. On voit que le pouvoir ne règle pas les problèmes, il nous les crée. Donc, et nous, on essaie de s'unir pour pouvoir empêcher, etc. Pendant le Covid, par exemple, ça a marché très bien dans ma région et on voyait qu'en fait, les régions actives dans la lutte, ils arrivaient à empêcher leurs projets. Par exemple, sous le prétexte de Covid, ils voulaient, je pense qu'en France c'était pareil, ils voulaient faire l'enseignement à distance pour les enfants, donc à domicile, ce qui est complètement ridicule. L'enseignement ne prévoit pas ça. Et en fait, les régions qui étaient actives dans cette lutte, on faisait des pétitions, on allait chez les autorités, dans les mairies, dans les ministères d'éducation, etc., etc. On a réussi à, euh, en pleine Covid, en pleine pandémie, euh, on a réussi
faire continuer l'enseignement à l'école pour les enfants. Et par contre, les régions qui n'étaient pas actives, qui ne se battaient pas, ils n'ont pas réussi. Les enfants faisaient leurs études à domicile. Donc, en fait, ça marche très bien. Et en fait, dans cette lutte, il faut vraiment être unis. Il faut afficher tout ce que vous faites. Dans chaque région de la Russie, il y avait aussi des groupes créés sur les réseaux sociaux et où on affichait toutes nos actions. On montrait tout ce qui se passe, on racontait aux gens les lois, etc., etc. Et je peux dire que grâce à ça, la vaccination, elle a été stoppée et les gens ne sont pas allés se faire vacciner dans un grand nombre. C'était à Euh, partir de quel âge, d'ailleurs, le pass en Russie? C'était à partir de 12 ans, comme ici en France? non, c'était 18 ans. D'accord. Et euh, en fait, dans cette lutte, on a vu, quand on commençait, que c'était encore le début de la pandémie, euh, les gens avaient tous peur. Ils croyaient que le Covid, il était vraiment très dangereux. Ils croyaient qu'il faut aller se faire vacciner, on va être sauvé, etc. Parce que les pétitions qu'on créait ont ramassé les signatures euh, offline, dans les rues, dans les centres commerciaux, etc., etc., ce qui aide beaucoup à informer les gens aussi. Il y en a beaucoup qui nous remerciaient pour l'information et disaient que si je vous ai pas rencontré, je serais allé demain à la vaccination. Voilà. Et en fait, au début, voilà, on voyait que déjà à la base, on va dire, les gens hum, se doutaient. En Russie, beaucoup se doutaient sur la vaccination. Je... Vous avez l'habitude de vous méfier du pouvoir plus que les Occidentaux. Oui, oui, c'est ça. Donc, mais ils n'avaient pas l'info quand même. Donc, on leur donnait, on faisait beaucoup d'interviews avec les spécialistes, avec les docteurs en Russie et aussi en étranger. Euh, donc, on leur donnait les liens pour voir la vraie information sur les vaccins, etc., etc. Et quand au début, on faisait toutes ces actions, les gens, on va dire, c'était 30% vraiment contre la vaccination. Allez, 20% se doutaient et 50% étaient quand même pour. Mais avec tout ce travail, après 1 an et 2 ans, on voyait presque toute la population était contre la vaccination. Est-ce Dans que, les réseaux sociaux, dans la rue, les gens qu'on rencontrait, tout le monde était contre. d'accord. Est-ce que vous avez Donc, eu aussi, c'est grâce à ce travail qu'on a fait. oui, c'est précieux, bien sûr. Hmm. Vous avez eu, vous aussi, les médecins de plateau, les journalistes qui faisaient une propagande pro-vaccination également en Russie? Bien sûr, c'était horrible. Mais nous, comme on est quelqu'un que ça fait longtemps, on sait, on connaît les processus qui se passent dans la société, où nous mène le pouvoir, etc. Donc, on voyait de suite cette propagande qui était vraiment imposée à la télé, avec les billboards de partout dans les rues, vaccinez-vous, etc., etc. Donc, c'était tellement, Grossier? oui, très imposé que ça se voyait de suite. Mais même les gens qui, au début, ils se doutaient, ils savaient pas trop où est la vérité, même avec cette propagande, elle était trop forte. Donc, ils comprenaient que non, il y a quelque chose qui est pas clair ici. Donc, ils commençaient à étudier. Et quels ont été d'ailleurs les positionnements de Vladimir Poutine par rapport à la vaccination? Ça a changé avec le temps, ça a évolué? Vous avez vu des basculements ou... Non, il disait qu'il faut se faire vacciner. Mais comment dire, nous, ils ont fait tellement, comment dire, malin cette propagande, les lois, etc. C'était très malin qu'on pouvait en Manipulation fait accuser cognitive. personne oui, on pouvait accuser personne de ça. Parce qu'en fait, Poutine, il a sorti une loi au tout début, comme quoi c'est les régions qui décident s'il faut
faire les masques, introduire les masques, il faut faire la vaccination, etc. C'est les régions. Donc lui, genre, j'y suis pour rien. Voilà. Euh, le ministère de la Santé sortait les actes voilà, qui limitaient nos droits, on va dire, voilà, comment dire, pour le confinement, etc., etc. D'ailleurs, le confinement, il a duré seulement 2 mois en Russie parce qu'ils ont compris que si ça continue encore, même un mois, il y aurait eu une révolution. Ça, c'est sûr. Parce que nous, c'était pas pareil. En France, il y avait le chômage, il y avait tout. Sinon, les auto-entrepreneurs, on va dire, par exemple, ils devaient payer les loyers, les salaires etc., de leur propre poche. Comment c'est possible si leur magasin est fermé, par exemple? S'ils n'ont pas Donc, ouais, un pécule de oui, côté, c'est pas possible. Ouais. oui, donc beaucoup de familles ont été ruinées, on va dire. Donc, ils voyaient que si on continue le confinement, ça sera révolution, en fait. Les gens n'auraient plus rien à perdre, donc ça aurait été Ouais. violent. Oui, les masques aussi, les gens ont vite enlevé, même s'il y avait des amendes, il y avait de tout, mais 80% ne portaient pas les masques. Voilà. Je ne l'ai jamais mis d'ailleurs. Même la police, ils comprenaient. Je me suis fait arrêter 3 fois par la police avec le masque, etc., qui voulait me faire une amende. Mais après, dans la conversation, ils disaient, oui, on sait que c'est n'importe quoi et ils comprenaient. Donc, ils m'ont jamais fait une amende D'accord, parce que moi, je connais les lois, je leur disais, voilà, voilà, et à quoi ça sert tout ça. Donc, bon, bref, ils étaient de nos côtés. d'accord, c'est bon à Voilà. savoir. Concernant le rouble numérique, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il va être mis au service d'un contrôle ou d'un pass plus global en Russie? J'ai pas vraiment compris la question. En fait, cette monnaie numérique qui est en préparation en Russie, euh, qu'est-ce qui vous fait penser que ça va être utilisé de façon malveillante, c'est-à-dire dans un projet de contrôle via un pass russe global, par exemple? Oui, en fait, comme on dit, l'arme, ça dépend dans quelle main se trouve l'arme. Oui. Si, voilà, c'est que on sait aujourd'hui que le pouvoir ne nous mène pas vers le bon futur et qui nous prive des droits. Il y a, chaque jour, ils sortent des lois qui nous privent de liberté, en fait. Donc, évidemment que ça va être utilisé dans leur but et contre Et la par exemple, population. des lois récentes liberticides en Russie, vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour qu'on comprenne? Mhm. Bah, en fait, euh, ça concerne beaucoup la liberté d'expression. Donc, on peut dire de moins en moins les choses, en fait. Déjà, les lois récentes sur les agents internationaux. En fait, aujourd'hui, si on critique le pouvoir, si on dit quelque chose contre l'opération spéciale en Ukraine, ça veut dire qu'on peut tomber sous la loi qui prévoit la discréditation de l'armée. Voilà. Et il y a déjà les affaires pénales qui sont ouvertes pour ça. En fait, on ne peut pas dire qu'on est contre la guerre, qu'on est contre, voilà, contre cette opération, parce que comme ça, on discrédite l'armée. Euh, Si tu es en liaison, même si tu donnes une interview, par exemple, à une chaîne étrangère, ils peuvent te dire que tu es un agent international. Aujourd'hui, d'ailleurs, Svetlana Ladarus, la leader de notre organisation, comme je disais, le 23 mars, ils l'ont mis dans cette liste des agents internationaux. Donc, tous les matériaux qu'elle sort et qu'elle a sortis auparavant, on est obligé d'écrire en bas
ce matériel est distribué par l'agent international Svetlana Ladarus. Donc, c'est une erreur. Ça veut dire qu'elle peut plus rien dire, elle peut aller en prison. Aujourd'hui, elle se cache. Ça fait 7 ans qu'elle se cache parce qu'ils ont ouvert une affaire pénale, etc., etc. Donc, ça risquait beaucoup sa vie et sa liberté. Donc, elle a pris cette décision de se cacher et ça s'aggrave encore plus, voilà, aujourd'hui, avec À la les nouvelles. télévision russe, il y a des émissions avec des voix discordantes, différentes, des contradicteurs, où il y a vraiment on n'entend qu'une seule voix, un peu comme dans certaines émissions occidentales. Oui, c'est ça. La télé officielle, c'est que une seule propagande. Tu tu peux pas dire vraiment la vérité à la télé. Seulement grâce à l'Internet, on arrive encore à survivre, on va dire, et à dire la vérité. D'accord. Ouais. Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter pour conclure? Euh, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas, peut-être c'était un peu, comment dire, des Intéressant. petits extraits de tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Si on doit parler de toute l'activité comme il faut, je pense que ça prendra plus d'une heure. Mais oui, si je peux dire que, en fait, avec notre expérience de notre organisation en Russie, euh, qui est très riche d'ailleurs parce que en agissant, on découvre beaucoup de choses. Même si on fait des erreurs, même si certaines actions n'ont servi à pas grand-chose, c'est une grande expérience qui a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ce qui marche aujourd'hui, et ce qu'on a prouvé avec cette expérience, que euh, l'union d'en bas marche très bien. Et les autorités ont très peur des gens qui s'unissent. C'est pour ça ils divisent pour régner, comme partout. Et en parlant avec la résistance française, je vois que c'est exactement les mêmes méthodes, exactement la même politique partout. En France, c'est exactement la même chose qu'en Russie. Et ce qui marche, voilà, c'est que les gens s'unissent d'en bas en créant, en Russie, on les appelle les conseils locaux. On peut les appeler comme on veut, les unions populaires, etc. Mais vraiment, c'est la seule chose qui marche aujourd'hui. Il faut juste que cette union soit très structurée, euh, que les gens ont la même idée, euh, une forte idée d'ailleurs. Svetlana Ladarus, elle a une forte idée derrière elle. Si on doit parler de ça, peut-être ça va être une autre émission, mais c'est sûr que pourquoi aujourd'hui ces conseils sont très unis, sont très amis aussi en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'activités hors la politique aussi entre ces conseils. C'est vraiment la renaissance des traditions russes, de la culture, etc., etc., ce qui permet aujourd'hui de faire cette forte union et d'agir, de continuer à comment dire, hum, euh, à se soutenir, voilà, à se soutenir, pardon, j'ai perdu le mot, voilà, et de continuer cette lutte. Et quand les gens sont unis, ils sont beaucoup, ils se soutiennent, les autorités ont vraiment peur et voilà, et c'est ce qui marche. Je pense qu'aujourd'hui, dans les pays, on doit faire cette union entre les pays aussi, parce que comme on sait que l'élite, elle a pris le pouvoir partout dans le monde, donc c'est un gouvernement mondial, et les gens doivent s'unir aussi entre les pays, à mon avis. L'élite a peur de la vraie démocratie, celle qui Ouais. existe au quotidien. Un grand merci. On vous réinvitera pour développer d'autres sujets, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres choses à dire sur ce pays que moi, personnellement, je ne connais pas encore et que j'espère découvrir un jour prochain. À très bientôt. Merci Anna Lebedeva. À bientôt sur Tribune Libre. Merci beaucoup Stéphanie. J'aimerais dire encore beaucoup de choses, mais oui, je sais que le temps est limité et peut-être euh, à une prochaine fois qu'on pourrait développer les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci beaucoup.